Ok, et 3, 2, oui, 5, 8,5, pi, 3, 14. Ok, 3, 2. Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Vidéo qui ne commence pas par un sketch, non. Juste parce qu'on n'en avait pas. Et on se dit, faut pas se forcer. Oui, mais en plus, souvent, c'est Alice qui a les bonnes idées. Et comme elle n'est pas là cette semaine. Alice a des idées pas mal. Et simplement aussi parce que ça fait plusieurs vidéos qu'on se dit qu'il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. Oui. On l'a pas fait, donc on va en profiter. C'est simple comme tout, c'est juste qu'on va faire un gros merci. Un gros merci à Charles, Cindy et Victoria de Nancy, c'est bien tout ça, j'ai bien lu, qui nous ont fait un cadeau pendant qu'on n'était pas là au mois de juillet. Et c'est cette grosse poche comme ceci, avec dedans des petites madeleines, avec dedans des petits bonbons qui sont, ma foi, très très bons. Hop là. Et une bouteille de, je n'ai pas le droit de dire ce que c'est parce que je crois pas que sur YouTube ça soit ok. Oui, non. Mais on peut vous dire que ça a la couleur de l'eau, mais ça n'a pas le goût de l'eau. Et dessus il y a marqué Mirabelle 84. Je suppose que c'est en rapport avec l'année ou le degré, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous a particulièrement touché parce que, bon, déjà le fait que vous fassiez des petits cadeaux alors qu'on n'est pas là et qu'on ne se connaît pas foncièrement, vous êtes beaucoup trop adorables. Et ça c'est pas n'importe quel cadeau quand même. Oui. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Ouais. J'imagine que c'est quelqu'un dans votre famille qui fait ça. Ouais. Et c'est ça. Mirabelle du grand-père 1984. J'avais juste pas lu la poche en entier, je suis terrible. Et j'imagine que c'est cher à votre cœur et du coup c'est cher à notre cœur également et on va en prendre soin. Voilà. On a commencé à en prendre soin un petit peu. Quand même on savoure évidemment. Et voilà, ceci étant dit, encore merci à vous. On va commencer cette vidéo. Et donc sans transition, nous parlions de cadeaux. Eh bien, en fin de vidéo, on va faire un focus sur Secret Santa, un petit jeu de cartes de chez Matago plutôt malin, mais en attendant, on va commencer avec ce qu'on a reçu cette semaine et un petit peu des retards de la semaine dernière, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Donc vidéo un peu chargée à deux, on va essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais bien sûr pouvoir vous parler au mieux des jeux. Nous commençons avec Café del Gato, un jeu Schmitt. Les jeux Schmitt sont quand même réputés, enfin nous en tout cas on y pense à chaque fois, quand on voit un jeu Schmitt on se dit ça va être un prix accessible, oui, avec du bon matos dedans. C'est souvent le cas. Hein. Quel que soit le jeu, oui, c'est toujours un prix accessible avec du bon matos dedans. Et il y a quand même des jeux plutôt cool. Il y a des trucs très cool. Hein. Café del Gato ne fait pas exception à la règle. Pour la thématique, eh bien, nous sommes des baristas, nous allons faire du café et nous sommes des chats, pourquoi pas? Bien sûr. Hop là. Dos de boîte, plutôt bien fait à nouveau. En gros, nous allons faire des points, donc c'est un jeu pour 2 à 5 personnes, c'est très familial, hein, jouable à partir de 8 ans, pour des parties de 1 demi-heure, oui peut-être un peu plus si vous êtes 5 joueurs. On va faire des points. Comment allons-nous faire des points? En faisant donc du café. Et comment allons-nous faire du café? Eh bien on va avoir des petites commandes à remplir, comme ceci, tac tac. Pour ça il faudra mettre dessus les bons éléments, donc par exemple là je vais mettre du café, et puis 2 couches de lait par-dessus, parce que oui nous avons des éléments de café et de lait qu'on va pouvoir récupérer dans ce petit support en payant des pièces. Le système pour récupérer est assez malin. En fait, le coût va dépendre de ce qu'il y a en face. Donc en fait, cette tuile là, hop là, si je veux la récupérer, bah elle coûte 2. Alors que celle qui coûte 2 coûte 4. Exactement. Celle-ci là, la 3, elle coûte que 1. Mais évidemment, si quelqu'un prend la 2 ici, clac, ça va faire descendre d'un cran, donc la 3 va coûter 3. Et en haut, il y a un petit surplus, évidemment, de plus 1 et plus 2 sur le total, pour pas que ça soit trop opportuniste pour aller récupérer ce qui m'intéresse. Si je suis super riche, je pourrais peut-être me le permettre quand même. Voilà, donc c'est hyper malin, juste ce petit système de récupération. Vous allez récupérer donc le petit jeton si vous avez payé la bonne somme. Clac, vous allez pouvoir poser sur vos commandes. Quand vos commandes seront complètes, vous pourrez donc les remplir pour faire de l'argent qui vous permettra à nouveau de pouvoir acheter facilement ce qui vous intéresse, mais vous ferez des points de victoire. Il y a aussi l'option de dire je passe mon tour et de faire un petit peu de sous. En termes de gestion de timing, ça peut être intéressant, oui, parce que c'est aussi un jeu un peu de timing, puisque des fois ça va être intéressant de se dire d'accord, tel joueur va prendre tel élément, j'en suis sûr. Il ou elle va en avoir besoin pour sa commande, ça veut dire que ça, clac, ça va descendre d'un cran et je vais le payer 3 fois moins cher, donc ça vaut le coup d'attendre un peu, de me faire un peu de sous pour acheter quelque chose de moins cher. Après, est-ce que ce sera un bon calcul? À vous de voir, mais voilà l'idée, vraiment un petit jeu de gestion avec cette petite idée de gestion du tempo. Juste à côté, Pyramido.
avec beaucoup moins de gestion de tempo, quelque chose de beaucoup plus calculatoire, beaucoup plus mathématique. Pyramido, donc un jeu de Ikwan Kwon, illustré par The Creation Studio. Ok. D'ailleurs, je n'ai pas dit qui a fait Café Del Gato, c'est important. Lena Borcardi et Julia Wagner. Voilà, c'est dit. Pyramido qui a ce petit look, n'est-ce pas, de jeu des années 2000. Bien sûr. Quand on l'a vu, on s'est dit, mais mec, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi comme moi, on aime bien les jeux un peu, voire beaucoup calculatoires. Et on s'est quand même pas mal régalé dessus. Ouais, très bonne surprise. Très cool, Pyramido. Vraiment très bonne surprise. Il a plutôt bonne presse auprès des joueurs experts, mais pas que experts. Parce que finalement, il brille relativement par la simplicité de ses règles. Ici, on va donc jouer en 4... pas vraiment en 4 manches, en 4 étages, d'où le nom du jeu, puisqu'on va faire une pyramide en récupérant ces petits éléments comme ceci, ces petits dominos qui peuvent avoir 1 à 2 couleurs, hop, comme ceci, dans ce marché, que nous allons agencer à côté de ce qui a déjà été posé, et lorsque nous aurons terminé un étage, nous passerons au suivant. Alors au début, on va faire un étage de 4 sur 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, on va réduire d'un demi-cran, vous voyez, d'une demi-case, c'est cette ça, sorte, donc on va mettre moins de tuiles sur chaque étage. L'avant-dernier étage, il n'y aura plus que 3 tuiles, là il n'y en a que 2, mais du coup, on va pouvoir mettre une tuile pour la terminer, et le dernier étage, il y a juste une tuile. Comment est-ce que ça fonctionne? On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, j'ai le choix entre 3 tuiles ici dans le marché. On va dire par exemple que moi je décide de prendre celle-ci, je la mets adjacent à une autre tuile que j'aurais déjà posée dans l'étage actuel, donc moi je décide de faire comme ceci. Quand je pose, j'ai le choix de poser un petit pion de couleur comme ceci. Ici dans l'immédiat, je pourrais donc poser le vert, le bleu, pas très intéressant, je vais poser le vert, hop là, ici sur cette case verte. Vous allez voir que ça peut être intéressant pour le scoring. Maintenant que j'ai passé ma tuile, il va falloir que je mette une tuile de remplacement dans le marché. Et là, c'est très intéressant puisque vous avez toujours le choix entre 2 paquets de tuiles derrière. Et donc, du coup, vous allez regarder ce dont ont besoin les autres joueurs ou l'autre joueur à 2. On va pouvoir bien se bloquer. Et vous allez choisir, admettons, je sens que la personne suivante dans le tour a besoin de jaune. Eh bien, je ne vais pas lui donner le jaune, je vais lui donner le rouge. Évidemment, c'est le genre de jeu où si on vous donnait tout ce qu'il fallait, si vous aviez les options du marché, vous feriez un score fabuleux. Tout irait bien dans votre pyramide, mais évidemment vous n'aurez jamais ce que vous voulez parce que les autres joueurs vont faire très attention à ce que vous n'ayez pas ceci. Une fois qu'on a terminé un étage, eh ben, on va pouvoir regarder le score de cet étage. En fait, on va regarder par zone combien il y a de petits symboles. Et il faut que sur cette zone, il y ait un jeton. Je m'explique à quoi ils servent ces jetons. Admettons, si j'avais fait une autre zone de jaune, une autre zone de vert, eh bien, on va ne comptabiliser que celle où il y a le jeton. Donc, il faudra choisir une zone. Tant qu'à faire, vous allez essayer de faire une seule et même grosse zone, ce qui sera pas forcément évident. Là, cette grosse zone verte pleine de jetons, elle est assez idyllique, hein. Clairement, j'ai pu la faire parce qu'il y avait personne pour me bloquer pour la mise en place pour la vidéo. Mais quand on joue, ça, c'est pas facile à faire. Et par exemple, ici, le vert me rapporterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'on voit 8 symboles apparents. Et quand vous allez jouer en étage, vous allez recouvrir des symboles. Et donc, il va falloir le prendre en compte, ceci également. Il y a une dernière chose que je peux faire à mon tour, c'est que vous avez ces espèces, hop là, j'enlève ceci. Vous avez ces espèces de petits tuiles bonus, c'est juste un petit carré que je vais pouvoir poser pour dire ça finalement ça va être vert, admettons. Hop là. Là en l'occurrence ça me fait un point en plus, c'est pas mal. Oui. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait terminé notre pyramide. À chaque fin de manche, on va enlever les pions, ce qui nous permet de les remettre, pourquoi pas ailleurs, pour essayer d'optimiser notre scoring. On va scorer 4 fois pour les 4 étages, et vous aurez votre score final. Donc en gros, à mon tour, je choisis une tuile, je la pose, je peux mettre un petit jeton qui me servira à scorer, je dévoile une nouvelle tuile, et en avant. C'est très chouette parce qu'en fait, là, une fois qu'on a expliqué la première manche, les autres manches fonctionnent de la même manière. L'explication des règles, c'est un régal, c'est vraiment un régal. Et la connexion par étage est très cool aussi. Parce qu'un étage, le tout premier étage peut rescorer 3 fois en fait. Oui, si on joue bien, si on joue bien, effectivement, là techniquement, si j'arrive à chaque fois à scorer sur le vert, eh bien ce symbole et ce symbole ont déjà scoré 3 fois parce qu'on est à l'étage numéro 3. Ah oui. Et si on arrive par exemple à l'étage numéro 4 à faire quelque chose comme ceci, alors là c'est vraiment idyllique. C'est cadeau là. Voilà, c'est vraiment cadeau de cadeau. Pim, ces jetons-là auront scoré, enfin ces symboles-là auront scoré 4 fois. Il y a vraiment un côté exponentiel si personne ne vous bloque. À part que on va vous bloquer. Petite précision d'ailleurs, parce que comme on parle de Pyramido, il y a samedi. Oui. Mais ça, c'est que pour les Bordelais. Les autres, ça ne vous intéresse pas, mais on donne l'info quand même. Un tournoi à 14h, c'est bien ça? Exactement, le samedi à 14h. Vous nous contactez, vous nous appelez, vous nous mettez un petit message sur Facebook, par mail, pourquoi pas par Insta, et puis on va organiser tout ça. Ouais.
Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Je l'avais pas dit tout à l'heure, mais je tiens à le dire à chaque fois. Ah, très important ça. Les Princes de Florence. Et non, nous ne sommes pas en 2007, nous sommes bien en 2023. C'est la réédition du jeu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, c'est le même nom, Les Princes de Florence. Sauf que il a eu vraiment un relooking. Si vous tapez Les Princes de Florence 2007, il me semble qu'il est sorti en 2007. Il n'a pas du tout la même tronche. Il a vraiment ce côté de jeu d'époque très contrasté. Ici, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Oui, il y a un mode solo. Je ne vais pas le détailler dans la vidéo, mais il existe. C'est un jeu à partir de 12 ans. Effectivement, c'est plutôt pour joueurs. Et on est sur des parties qui vont avoisiner à peu près les 2 heures, notamment parce qu'il y a des enchères, donc ça peut durer un peu plus longtemps que prévu. C'est un jeu de Wolfgang Kramer, on connaît déjà, Richard Ulrich et Jens Christopher Ulrich. C'est illustré par Lucas Sigmund et je dois dire que je suis très fan de l'aspect esthétique du jeu parce que je trouve que les illustrations sont vraiment très très belles. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans Les Princes de Florence? En gros, on va jouer des grandes familles riches de Florence et on va essayer d'aménager un petit peu son domaine et on va essayer de l'habiter avec des artistes, on va faire travailler des gens en fait, simplement pour être le plus prestigieux de l'Italie, tout simplement. Et on va avoir du coup chacun un petit plateau ici avec une villa sur laquelle on va agrémenter différentes pièces, un petit peu comme un Azul, hein, si on veut quelque part. On va avoir également un plateau commun où il va y avoir justement les différentes phases de jeu, et en général c'est plutôt 3, c'est-à-dire qu'il y aura une phase d'enchère, une phase d'action, et puis après une phase un peu de fin de manche, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on valide comme carte pour faire des points, etc. Au bout des 7 manches, celui qui a le plus de points gagne la partie, plus de points de prestige. Donc globalement, comme je vous ai dit, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'enchère. Dans la phase d'enchère, en fait, ça se passe sur ce petit carré-là. Et dans ce petit carré-là d'enchère, on va pouvoir justement, chacun notre tour, se placer à un endroit et dire bah moi je veux acheter ça 200 florins parce que j'estime que ça vaut tant. L'autre joueur peut dire ah alors moi j'en prends plus, etc. Et on va monter les enchères. Je passe très vite sur les règles d'enchères parce que c'est pas ce qui importe, hein. Il y a plein de cas particuliers, vous pouvez ne pas enchérir sur des choses et vous gagnez des compensations, bref. Chacun va pouvoir enchérir sur ce qu'il veut et ce qu'il veut ça peut être des tuiles ou ça peut être des cartes. Les cartes vont, notamment celles-ci, vous permettre de scorer en fonction d'un certain... C'est comme des cartes objectifs en fait, hein. On va vous faire gagner des points en fonction de certaines conditions. Ici, ça va être des petits avantages. Là, on a notamment des petits personnages qui sont soit des genres de saltimbanques qui vont amuser la galerie dans la prochaine phase. Et il y a des petits pions qui sont des architectes qui vous donneront des avantages dans la construction des bâtiments, notamment pour contrecarrer les règles de pause, parce que évidemment dans un jeu avec des règles de pause, c'est toujours bourré de contraintes et on va essayer de les contourner. Donc chacun va miser différentes choses, chacun va pouvoir récupérer différents éléments, et notamment les éléments importants c'est les bâtiments, parce que du coup vous allez pouvoir en construire et du coup les poser ici. Il va y avoir des règles de pause évidemment, et ensuite, une fois qu'on a tous fait la phase d'enchère, on va passer à la phase d'action. On en aura 2 à faire parmi 5. Ça permet notamment de récupérer déjà des bâtiments qui sont un peu spéciaux et qu'on ne peut pas avoir là. Ça peut notamment permettre de récupérer des cartes qui sont en fait des personnages que vous allez faire travailler. Et pour les faire travailler, il y a des conditions bien particulières. Plus vous remplissez des conditions, plus vous gagnez en fait on va dire en prestige. C'est pas vraiment des points de victoire, c'est du prestige qui vous fera gagner des points de victoire en fonction du niveau de prestige que vous aurez. Donc c'est 2 pions différents qui se baladent sur la même piste, en gros. Je vais pas rentrer plus dans le détail que ça parce qu'après je risque de vous perdre, mais en gros les actions avec les bâtiments, les cartes, les gens que vous faites travailler, tout ça va vous permettre de faire une sorte de soupe de points, de faire gagner du prestige pour gagner encore plus de points. Et une fois qu'on a gagné le plus de points et surtout de l'argent, parce que l'argent, je vous rappelle, permet justement d'acheter ce que vous souhaitez, vous allez renchaîner des manches, ainsi de suite, jusqu'à ce que le joueur qui a le plus de prestige gagne la partie. C'est un jeu qui est sorti en 2007, comme je disais, et qui a eu quand même 2 prix importants, notamment le Tritrac d'or et l'As d'or du jeu de l'année. C'est ça, As d'or du jeu de l'année, mais en 2008. Voilà, donc il a eu l'As d'or et le Tritrac d'or, donc un jeu qui a plutôt bonne presse. Voilà, si vous ne connaissiez pas Les Princes de Florence, sachez que ça fait plaisir de nouveau le revoir à la boutique. On enchaîne avec une toute autre thématique. Là, on n'est pas du tout en Italie, on n'est plus du tout à Florence. Ici, dans Dungeonology, l'expédition, c'est un jeu plutôt, alors pour les aficionados évidemment de figurines et de matos qui foisonnent du coup. On va avoir plein de petites figurines, on va avoir plein de cartes. Dès qu'on le voit là, en fait, on se dit tiens, c'est un nouveau dungeon crawler, rien d'original. En fait, c'est méga original dans la thématique. Dans Dungeonology, en fait, vous êtes non pas des gars qui allaient parcourir un donjon ou une forêt, que sais-je encore, pour battre des monstres, vous allez plutôt étudier des situations en fait qui sont créées dans les jeux de rôle. Et en fait, vous êtes des étudiants en Dungeonology, donc dans l'étude des donjons. Et vous allez essayer de récupérer
différents éléments qui correspondent un petit peu à la ruse, à la force, à tout ce qui est sournoiserie, etc. Donc tous des termes qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de rôle, mais vous les étudiez, vous êtes juste là pour envoyer des gens se faire tabasser, envoyer des gens se faire piéger, et en fonction vous analysez la situation, vous dites ok, donc le troll lui, il est plutôt agressif. Ouais, j'aime beaucoup, hein. Franchement, moi je suis à deux doigts de l'acheter parce que je trouve la thématique géniale, et en fait l'idée c'est qu'en étudiant tout ça, vous récoltez des éléments, tout ça pour essayer de répondre à un objectif principal qui est en fait la thèse. Vous savez pas trop sur quoi porte la thèse, mais vous avez des moyens de connaître un petit peu tout ça, donc vous allez analyser des situations, et les situations elles se trouvent sur le plateau. On voit normalement sur les petits emplacements, il y a des emplacements où il y a des cubes dessus, et c'est vous, en vous y déplaçant, vous allez collecter des informations. Évidemment, quand vous allez collecter des informations, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous empêcher de le faire. Et là, il y a un petit côté Munchkin, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une sorte de vigilance qui est installée sur les tuiles, il y a un œil marqué avec une valeur, et avec des cartes, vous allez essayer de dépasser cette valeur-là, ou au moins de l'atteindre. Sauf que quand vous allez jouer des cartes, vous dites, bah voilà, moi je pose 2 cartes qui font un total de 4, la valeur est de 3, c'est bon. J'ai pris un peu large, pourquoi? Parce que le joueur d'après il va dire ah t'es à 4, bah tiens je joue une carte qui fait que malheureusement bah, il y a un piège et donc la vigilance elle est augmentée jusqu'à 6, donc pour l'instant tu ne l'as pas. Un autre joueur peut rajouter une carte ou ne rien faire, et j'ai encore un dernier tour à moi pour pouvoir essayer de compenser ce que tous les autres joueurs m'ont mis pour me bloquer. Pareil, je rentre pas trop dans le détail, mais il y a énormément de possibilités, notamment par rapport aux personnages, puisqu'en fait vous avez un archétype un peu comme dans les tout dungeon crawler, mais plutôt par rapport à l'étude. Voilà. Et après, bah, je ne peux pas en dire plus que ça, parce qu'en fait, ce sera un peu à vous de découvrir le jeu. Il y a ce côté très rejouable avec les donjons qui vont ou du moins l'exploration qui va se révéler au fur et à mesure des tuiles. Et notamment, il y a une espèce de boss qui va vous empêcher, c'est un troll, je crois, de mémoire, une espèce d'orc, qui peut jouer en face un peu gentil, un peu débile, ou en face complètement agressif et un peu sous l'emprise de l'alcool, qui va essayer de vous tabasser et de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça a l'air vraiment un mélange de jeu, de stratégie pour joueurs un peu avertis, mais aussi un peu ce côté Munchkin ambiance. Et franchement, gros point fort, je trouve, c'est la thématique. Et surtout le matos, puisqu'on n'en parle pas souvent, mais je trouve que à 78 €. Et honnêtement, je trouve ça cool parce que vis-à-vis des prix actuels, oui. Il est plutôt bien édité, je trouve, pour ce jeu. Il y a une extension qui existe, je sais pas si on l'a là, je pense pas. Je l'ai pas précisé aussi, mais ces deux jeux-là sont édités par Don't Panic Games. Voilà. Actu JDR, ça t'avait manqué ou pas ce petit générique? Oh, oui, tout le temps. Donc, en Actu JDR, cette semaine, nous avons le serpent à 2 têtes. C'est pas une campagne, je vais dire la campagne, non, c'est un recueil de scénarios pour Pulp Cthulhu. Pulp Cthulhu, donc c'est un supplément de l'appel de Cthulhu. Oui, vous avez l'appel de Cthulhu, mais vous voulez la jouer un petit peu Indiana Jones, Pym, vous partez sur le supplément Pulp, lui-même vous offre ce petit recueil de scénarios. Je dis Indiana Jones parce qu'en fait la couverture me fait beaucoup trop penser à Indiana Jones. C'est sûr. Mais c'est pas forcément de Indiana Jones, c'est juste de l'appel de Cthulhu. On va pouvoir aller un peu tataner du grand ancien plutôt que tout le temps subir. On a ici, regardez-moi ces magnifiques reflets verts, ces pistes géantes, pistes de dés géantes. Oui. Elles ont été commandées quand je n'étais pas là. Je suis rentré, je les ai découvertes. Ah ouais, et il faut avouer qu'elles sont pas mal. Le format est intéressant parce qu'on a du grand format, mais ça reste une portable. Et surtout, il y a ce petit système aimanté qui devrait pas trop faiblir parce que parfois les petits clips, ça faiblit. Ça dépend des marques, ça dépend des fournisseurs. Nous avons Chronique oublié Galactique qui est arrivé de chez Casus Belli. Donc on a la version souple ici qui est un Casus hors série donc je dis Casus Belli mais c'est Black Book Édition, l'éditeur officiellement. Paradis perdu, recueil de scénarios, le livret de règles et l'écran du MJ. Ici vous avez tout. Dans la version souple il y a une espèce de condensé en gros. Chronique oubliée Galactique qui est un peu... Ah, si on doit faire un raccourci, mais le raccourci est évident, donc je vais le faire. La version Chronique oubliée de chez Starfinder, et donc des variations autour des règles de Donjons et Dragons, mais dans un univers de space opéra. Les fiefs de Norbois, vous l'avez sûrement déjà vu dans une vidéo toulousaine, très bien expliqué d'ailleurs. Je vais essayer d'être à la hauteur, ce qui va être très compliqué de faire mieux, mais on va faire quand même comme l'essai. Sur les fiefs de Norbois, c'est un jeu solo déjà, mais pas pour enfants. C'est assez, le parti graphique est assez intéressant. C'est vraiment un jeu à partir de 14 ans et plus, parce que, alors 14 ans et plus, je sais pas, moi j'aurais mis quand même 10 ans, 12 ans, en soi c'est pas très compliqué. C'est des parties de 20 minutes, c'est assez rapide, mais c'est que pour joueurs solo. Okay. On va y retrouver une mécanique principale qui fait beaucoup penser à des jeux de plis, mais dans une thématique très mignonne. Franchement, le travail d'illustration est très propre. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas précisé les auteurs. Là, c'est de Will Sue.
Et l'illustrateur, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai pas vu sur la boîte, mais peut-être parce que j'ai juste mal vu. Mais je le vois pas là. Bon, si je le trouve, je vous le dirai. Parce qu'elles sont bien choupies ces petites illustrations. Moi j'aime beaucoup, je suis assez fan en fait des illustrations. Bon après je sais pas si du coup il y a beaucoup de joueurs solo qui vont adhérer, mais pourquoi pas. Moi c'est pas le genre de thématique auquel on est habitué. Ça ne m'a pas du tout dérangé pour jouer en tout cas. Le but du jeu, ça va être de faire le plus de petites étoiles. Plus vous avez d'étoiles, donc 20 étoiles vous êtes trop fort, 18 moyen et 16 comme moi vous êtes vraiment pas ouf. Enfin ça va, mais pas ouf. Le but du jeu, ça va être en fait tout simplement d'aller voir les différents rois et reines de Norbois qui ont des fiefs, tout simplement. Et il faut essayer justement de discuter avec eux et surtout de les convaincre. Et tout ça, ce sera lié en fait à des cartes. Alors pardon, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celui-là en trop. Ce sera avec des cartes qui ressemblent à ça, tout simplement. Donc qui sont en fait de certaines couleurs avec des symboles et qui ont des valeurs qui varient entre 1 et 8, si je dis pas de bêtises. Chaque tour, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais choisir avec cette petite carte-là. Enfin, hop. Où est-ce que je vais, enfin qui je vais aller voir, avec qui je vais discuter. Alors évidemment, bon, je vais choisir une carte comme ça au pif, et vous voyez qu'en dessous il y a des valeurs. Ces valeurs-là, en fait, c'est l'objectif que je dois faire. C'est qu'en fait, je dois faire, pour résumer, 4 plis. Il y a 4 victoires d'arguments que je vais devoir atteindre avec cette petite reine des feuilles pour qu'elle puisse passer de mon côté, pour qu'elle puisse devenir mon amie. 4 tout pile. 4 piles, exactement. Et donc du coup, si jamais elle passe de mon côté, elle est ok, elle se met comme ça, fief de Norbois, c'est top. Elle me rapporte une étoile. Voilà. Donc ça, si elle vient de mon côté, je vous expliquerai après comment elle peut refuser de rentrer en contact avec moi. Une fois que j'ai choisi, du coup, je vais pouvoir faire, c'est tout simplement sortir 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec ces 8 cartes-là, je vais devoir justement essayer de remplir le contrat qui est de 4. Je vous montre rapidement aussi les différents alliés que vous allez pouvoir utiliser durant la partie. Il m'en manque un, c'est bizarre, bon c'est pas grave. Il doit être là-dedans, tout simplement. C'était mieux dans la vidéo du passe-temps, c'était mieux organisé. Bon c'est pas grave. En plus il y avait Bruno. Ah ouais? Ah oui, il y avait Bruno? Mais oui, qui fait une partie pendant qu'ils font la... D'accord. C'est ça qu'on aurait dû faire, on aurait demandé à François de faire une partie solo pendant qu'on fait... bref. Vous aurez des valets, vous en avez 4 normalement, j'en ai perdu un, c'est pas le problème. J'ai 8 cartes ici, et du coup il va falloir que je remplisse 4 contrats. Chaque tour, donc dès que je commence à discuter du coup avec la reine des feuilles, elle va lancer tout simplement une discussion, et là il y a une thématique de feuilles, et pour le coup, la couleur demandée, c'est celle-ci. Donc en fait, la couleur qu'elle demande, c'est ça. Je suis obligé de répondre à la couleur si j'ai de la couleur en main. Là, il se trouve que j'ai la couleur, et donc du coup, je suis obligé de répondre. Si je remporte le pli, c'est-à-dire si la valeur est supérieure à celle de mon adversaire, dans ce cas-là, c'est un point. Donc ça fait 1 sur 4, je rappelle. Si par contre j'avais pas ça, je pouvais jouer ce que je voulais. Mais le problème c'est que si je joue ce que je veux, je vais rien remporter puisque la couleur qu'elle privilégie, c'est l'atout, c'est le jaune. J'ai pas de jaune, donc je peux jouer ça, mais dans ce cas-là je le mets pas ici pour marquer le point, je le mets là. C'est défaussé, c'est pas très grave. Et ensuite on révèle une nouvelle carte. Là par exemple, elle propose ce type de discussion là, bleu. Et du coup, si j'ai du bleu, je suis obligé de parler à bleu. Si j'ai pas de bleu, je mets ce que je veux comme d'habitude. En revanche, si jamais j'ai un sujet de discussion qui est de la couleur de l'atout, donc de la couleur de la reine, dans ce cas-là, je peux couper à la couleur, c'est vraiment le terme, et dans ce cas-là, ça fait un point. Donc en fait, c'est vraiment le même système qu'un jeu de pli, si ce n'est que du coup, le joueur fictif, entre guillemets, vous impose à travers le paquet différentes valeurs, différentes couleurs, qu'il faudra surpasser, qu'il faudra essayer au mieux pour remplir le contrat. La discussion prend fin si le paquet est vide ou si je n'ai plus de cartes en main. Si j'ai plus de cartes en main, dans ce cas-là, je regarde si j'ai rempli le contrat. Si c'est le cas, hop, on la décale vers le bas et j'ai un point de victoire. Tout simplement. Ok. Si c'est pas le cas, mettons, j'avais fait, mettons 5. Voilà. Et dans ce cas-là, elle n'est pas contente parce que j'ai 5 et c'est 4. Je n'ai pas mené à bien cette discussion, elle n'est pas contente. Hop, on la dégage et ça, on le retourne. Ce sera pas de point, malheureusement. Après, je vais pouvoir aller voir quelqu'un d'autre et vous voyez que les contrats vont aller de 0 à 7. Donc 7 contrats, quand vous avez 8 cartes en main, vous avez intérêt à le doser. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas vraiment doser puisqu'en fait, il y a une carte et on en a 8. C'est là où les valets sont intéressants. Parce que avant qu'on révèle la carte qui va définir justement à quelle couleur on joue, quand on est en discussion avec le roi ou la reine, on a le droit d'utiliser les pouvoirs de valet. Et donc là, les pouvoirs de valet sont intéressants. Par exemple, le valet des griffes, je peux l'engager juste avant de révéler la carte. Et il me dit que si j'ai moins de 8 cartes, je repioche jusqu'à en avoir 8. Donc c'est pas mal, ça me donne plus de possibilités. Attention, je peux avec ces 8 cartes-là malheureusement faire plus de plis du coup. Bien sûr. Donc il faut faire attention. Là, le valet des fleurs, il me donne un plus de contrôle parce qu'il permet à ce moment-là, quand je l'engage, de défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du clan en fait, donc à la couleur du chef actuel.
Donc c'est cool, si je vais voir quelqu'un qui a beaucoup de grilles que j'en veux plus, bah du coup je l'engage et je défausse tous les grilles. C'est méga simple et pourtant c'est très malin parce qu'en fait au fur et à mesure que vous allez remplir des contrats, vous allez pouvoir, notamment comme j'ai dit tout à l'heure, hop, avoir en tant qu'allié ces personnages-là. Et donc avant de lancer une discussion, vous avez la possibilité de remplacer temporairement le pouvoir d'un valet avec un personnage qui est de votre côté. Par exemple celui-ci, je l'avais eu au tour d'avant et j'avais eu celui-ci. Juste avant de dialoguer avec le roi des feuilles, et je me dis tiens, le pouvoir du roi des fleurs, il est cool. Défausser 2 cartes dont la somme fait exactement 9. Je vais le prendre, le remplacer par celui-ci, et si jamais j'ai besoin de son pouvoir, je l'utiliserai. À partir du moment où je l'aurai utilisé, malheureusement, il sera défaussé. Donc c'est des alliés qui sont très puissants, mais que vous utilisez qu'une seule fois durant la partie. Voilà, j'espère que ça vous donne une idée globale un petit peu du jeu. J'espère que cette explication a été un minimum claire avec une carte manquante, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un jeu solo. Alors, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est le fait que je pense pas que ça puisse tenir sur une plaquette de train. Ah, en général, les jeux solo, c'est cool quand vous pouvez trimballer un peu partout. Là, ça dépend. Hein. Ça peut passer, mais sinon, c'est hyper plaisant. Il y a beaucoup de rejouabilité. Et le gros plus aussi, c'est le matos en termes de qualité de carte, c'est très chouette. C'est des 100% plastique. C'est 100% plastique, donc voilà. On peut lancer des trucs. Vous pouvez renverser allègrement votre café Exactement. dessus ou toute autre boisson. Ce qui est chouette, c'est qu'elles sont très 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 solides. Ouais, ça sonne le plastique. Voilà, j'aime beaucoup. On enchaîne chez les enfants. Là, on est plutôt joueur solo et duo. Chez les enfants, on a 2 nouveautés, une chez les scorpions masqués et une chez Loki. On va commencer par les scorpions masqués avec Turbo Kids d'Emmanuel Gauvin. C'est un jeu de course, c'est un jeu d'adresse, effectivement, et c'est un jeu qui va pouvoir se jouer. Alors, à 2, c'est plutôt de la coop, mais sinon, en général, c'est plutôt en équipe, puisque vous avez les rouges contre les bleus. On avait fait un focus avec Alice dessus. Si les explications sont floues, allez voir le focus, parce que c'est Alice qui l'explique, et elle explique souvent mieux les jeux que moi. Donc vous allez avoir un jeu à partir de 7 ans. C'est familial, honnêtement c'est 7 ans. Moi je le vois très bien tourner avec des ados ou des même joueurs plus âgés. Ouais, parce que c'est vraiment du jeu d'ambiance. À partir de 7 ans, pour 2 à 6 joueurs, mais comme je disais à 2 c'est plutôt coop. Et 15 minutes la partie, effectivement. On va avoir différents circuits. Et on a une légère similitude, comme vous pouvez le voir avec les stylos effaçables, avec tout ce qu'on a pu connaître comme Complice, comme ce vieux jeu qui s'appelait Cartoon. Bon, j'ai plus le. Doodle Quest. Oh, non, c'est un autre jeu, j'ai oublié c'est un effet cartoon, j'ai totalement oublié le nom du jeu, c'est pas grave. Donc, surface effaçable qui représente des circuits avec différents éléments, vous verrez que je vous en ai expliqué quelques-uns durant la partie. Chaque joueur, ou du moins chaque duo, si je prends un exemple à 4 joueurs, chaque duo de joueurs va se munir d'un stylo. Il y a un joueur qui va prendre le stylo qui sera le pilote, qui va poser sa main comme ça, avec son pouce vers le haut, pour en fait simuler un joystick, et son allié, donc son équipier, lui va utiliser le joystick pour diriger son autre doigt et pourra également accompagner en fait avec des indications à haute voix. Donc c'est très vite chaotique puisqu'en fait on joue en simultané, on a chacun la même course, donc chacun va prendre cette petite plaquette là, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Sur le top départ, nous on va commencer ici, sur le top départ j'ai mon pouce qui est comme ça, Antoine va tenir mon pouce et il va dire go, et du coup il va incliner en disant vas-y pars devant, et il va incliner évidemment mon pouce vers l'avant pour que je sache moi où aller. Évidemment, j'aurai bien sûr les yeux fermés et j'aurai au préalable un petit masque sur les yeux au cas où. Et donc du coup, comme j'ai les yeux fermés et que je ne vois rien, je vais commencer ici, il va me dire tout droit, vas-y tourne un peu à droite, maintenant vas-y tourne à gauche, et tout ça avec le pouce, et tourne à gauche, et rembourre à droite, etc. Bref, tiens c'est parfait, j'ai foncé dans le tas. Si jamais je rencontre, si je sors du circuit ou si je rencontre un obstacle, je vais reprendre à un checkpoint. Les checkpoints, ce sont des petites lignes que vous voyez ici colorées. Donc là, par exemple, je me suis viandé ici, c'est pas grave. Il reprend ma main. Ah oui, tu me suis sacrément viandé. Ouais, je me suis viandé. Dans le buisson, c'est chaud en même temps. Ouais. Je me suis viandé ici. Donc, il reprend ma main, il me repositionne au point de départ et c'est reparti. Je vais essayer de la main droite, même si je suis gaucher pour que vous puissiez voir. Et ensuite, hop, on continue. Donc, le but, c'est d'essayer de. Voilà. C'est pas du tout ma main motrice, c'est horrible. Voilà. Vas-y, continue. Ouais, t'es bien. Vas-y, tourne à gauche, ouais, vas-y, ouais. Et après, on fait ça. C'est rarement aussi efficace. Voilà. Dans la vraie vie, ça, c'est une galère. Quand quelqu'un vous dit ouais, ça veut rien dire. Vous dites mais quoi, c'est le gros bordel. Ça, c'est la base. Et donc après, vous avez différents circuits, notamment qui vont rajouter des tremplins, par exemple, qui vous permettront en fait, au moment où vous passez un tremplin, le joueur va vous donner un signal pour lever votre stylo, vous avancez dans les airs,
Et après, il vous dit, ok, c'est bon, redescends. Et là, vous redescendez. Donc, c'est là où il va falloir tomber du tremplin au tremplin. Vous avez en plus de ça de l'asymétrie. Je passe très vite, hein. Mais l'asymétrie, ça va se faire à travers les véhicules. Vous avez différents véhicules, vous allez pouvoir choisir. Et chacun va avoir des petits pouvoirs, notamment de rajouter des obstacles sur les lieux et avec des petites cordes exactement. Donc, voilà, c'est un jeu où ça va se prendre facilement en main. L'édition est vraiment top, comme à chaque fois chez les Scorpions Masqués. C'est effaçable et puis c'est le genre de truc que vous réutilisez sans problème. Looney Quest. Ce flash que j'ai eu à l'instant. Je sais pas pourquoi, mais moi j'avais Doodle Quest en tête. J'ai coupé tout le monde. Évidemment. Je suis en train de parler de Zombie Kids, ils sont là. Ah ouais, le matos. Non, mais c'est toujours quand on ne cherche pas qu'on trouve. C'était Looney Quest, voilà l'exemple que je cherchais. Enfin voilà, vous avez. Alors je sais plus combien il y a de circuits, il y a vraiment une panoplie. Et donc ils sont tous en double, puisqu'en fait vous pouvez jouer tout simplement à chaque fois à deux, donc il faut qu'à chaque fois il y ait les deux circuits en double, et à chaque fois ça rajoute des éléments de décor qu'il va falloir contourner, ou avec des règles spéciales. Donc ça rajoute pas mal de rejouabilité sur ce jeu. Voilà pour Zombie Kids. On enchaîne avec Fluffy Valley. Fluffy Valley de chez Loki, donc distribué par Yellow. C'est à partir de 6 ans, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour le coup c'est coopératif. C'est parti d'environ une demi-heure. C'est un jeu de Maxime Rambourg et de Théo Rivière et c'est illustré par Marco Renko. Dans ce jeu, le but, ça va être de survivre à l'hiver. On a ici un petit compte tour avec une petite flèche. On a en tout 9 tours, si je ne dis pas de bêtises. À chaque fin de tour, on va descendre l'aiguille. Et dès qu'on arrive au début de l'hiver, il faut avoir récupéré suffisamment de provisions. Et ça, c'est bien dans le jeu parce qu'en fait, vous allez pouvoir équilibrer la difficulté du jeu en fonction du nombre de provisions. Alors, vous n'allez pas vraiment l'équilibrer. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir à la fin de la partie un certain nombre. Si vous avez tout rempli, vous êtes méga efficace. Si vous avez rempli que la moitié, ça va le faire. Ça va être chaud. Il ne va pas trop être gourmand, mais vous allez quand même passer l'hiver. Voilà. Donc il y a une finalité en fait du jeu qui dépend un petit peu de votre victoire. Une graduation dans la victoire. Une graduation de la victoire. Merci beaucoup. Comment ça se passe? C'est tout choupi. La boîte de jeu vous sert dans le jeu. Vous allez avoir un petit plateau que vous placez par-dessus ici. Et on va avoir ici 4 ce qu'on appelle chiens de prairie, c'est ça? Ils sont trop choupis. Ils sont beaucoup trop choupis. Regardez-moi ça comme c'est choupi. Surtout quand ils ont leurs petites fesses en l'air. Tu vas pouvoir montrer tout ça en live. Exactement. Dans Fluffy Valley, du coup, on va essayer de récupérer un maximum de ressources. Et ces ressources-là, avant d'être récupérées directement dans la petite cabane qui est ici, on doit les mettre sur la table. Et depuis la table, elles pourront partir dans notre petit refuge. Le tour est méga simple. Dès que c'est à moi de jouer, je prends un des petits chiens de prairie. Je le place dans un lieu, dans un trou disponible, en le retournant. C'est beaucoup trop adorable. Non mais regardez, ils ont dessiné des petits coussinets sur ces petites patounes. J'en peux plus. Je retourne mon petit chien de prairie du coup pour indiquer l'action que je fais. Et en fonction du lieu où je vais, ils sont tous très différents, j'ai récupéré des différents éléments. Alors là par exemple, là où je suis allé, ça permet d'aller voir le hérisson. Je ne sais plus son nom, je sais qu'ils ont des noms. Lui par exemple c'est Hector le Castor. Ça, je m'en souviens. Ça rime. Lui, il a sûrement, c'est peut-être Jason le hérisson, je ne sais pas. On va l'appeler Riton en attendant. Allez, on va voir Riton. Riton le hérisson, qui lui, pour cette action, propose d'échanger des prunes qui sont moisies contre autre chose. Donc là, voilà. Une prune moisie, il m'en donne une bonne, c'est cool. Bien joué. 2 prunes moisies, je prends de la paille. Et 3 prunes, je prends du miel. Ce sont les 3 ressources indispensables pour passer l'hiver. Donc là, par exemple, si je vais ici, je peux très bien échanger une pour une, ou alors échanger 2 pour du blé, tout simplement. Lorsque je fais du troc, tout ce que je gagne, je vous le rappelle, hop, ça va au centre de la table. Pour l'instant, on va dire qu'on a ça. Ok, mais quelles sont les autres actions? Autre action, on peut très bien aller justement, on peut aller voir, on peut aller ici par exemple. Là, dans ces petits champs là de petits baies, on peut avoir des prunes du coup. Et les prunes, on les récupère directement. Je vais ici, je récupère une prune et je la mets là. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme action? On peut avoir justement Hector le Castor, qui lui en fait va permettre justement, en payant un coup, on va pouvoir obtenir des bonus, tout simplement. Donc là, par exemple, si on arrive à construire ce bonus-là, je crois que c'est de la paille qu'il faut payer. Si on paye de la paille, on va pouvoir justement réaliser cette action-là. Et en fait, ça, c'est une amélioration. Et l'amélioration, elle dure tout le long de la partie. Ça permettra, quand on voudra faire des améliorations, de payer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire de la paille, mais pas que. On peut payer en miel, on peut payer en prune et en prune pourrie. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et des améliorations, il y en a plein. Et c'est très bien de le faire au début, parce que ça va vraiment donner des avantages. Vous avez notamment la possibilité d'aller dans le trou, ça c'est un terrier je crois. Ouais. Il me semble que c'est le terrier. Et dans le terrier, en fait, vous avez un petit sachet qui correspond au terrier, donc vous allez toucher un truc. Hop. On peut trouver plein de choses. On peut trouver plein de choses. Et on peut trouver des trucs tout pourris. Je vais essayer de trouver un notamment, truc. Oui. Bon, je l'ai pas trouvé. Mais dans le terrier. Il suffit que ça soit moi qui pioche pour que ça soit nul. Toi c'est bien, moi c'est pas bien. On peut trouver de la paille, on peut trouver des prunes, on peut trouver plein de trucs, mais on peut trouver des trucs pas ouf, comme par exemple ces petites belettes.
Voilà. Les belettes, on peut en trouver, mais on peut aussi trouver autre chose. Alors, je trouvais les belettes, mais je voulais montrer les belettes ailleurs. Ouais, il y en a là. Bon, voilà. Là, par exemple, c'est une petite belette. Les belettes, elles sont un peu reloues. Pourquoi? Parce que les belettes, elles se mettent sur des trous, tout simplement. Et les trous, bah, du coup, ils sont bloqués et on peut pas y aller. Donc, si j'avais envie d'aller là, mais malheureusement, je ne peux plus parce qu'il y a une belette dessus. On pourra les enlever. Comment? Et bah, tout simplement en allant voir la gentille vipère. La vipère, elle va virer les belettes des trous. Et ça, c'est pratique. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, ça vous intègre un tempo. Notamment un tempo que j'aime beaucoup, donc notamment de virer des emplacements pour que les autres joueurs puissent y aller, mais aussi quand on va aller notamment copier à la rivière. Quand on va à la rivière, on peut copier un emplacement avec un petit chien de prairie qui est déjà retourné. Donc ça permet de faire des combos quand on utilise des ressources. Dernière action qui est hyper intéressante, c'est justement d'envoyer les ressources ici. Quand je vais ici, ça me permet de prendre un type de ressources. Donc là, c'est pas très intéressant, mais dans ce cas-là, je pourrais très bien prendre les 2 pailles et les faire. Hop, ah oui, il y a un petit. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai envie de le faire, c'est trop bien. Oui, c'est terriblement satisfaisant. Oui, très satisfaisant. Même quand on est un adulte. Du coup, j'ai récupéré la paille et du coup, maintenant j'en ai 3, il m'en faut 5 pour passer l'hiver. Mais je rappelle que je choisis qu'un seul type. Donc c'est important en fait de tout regrouper. Faites attention à ne pas tout stocker ici. Parce que parfois ici on peut trouver un renard. Et le renard il fait quoi? Il va piquer tous les ressources qui sont sur la table. Ouais, voilà, exactement, il est malin lui. Une fois qu'on a tous retourné nos petits bonhommes ici, on va passer à une phase en fait qui est ici, cette phase là, où on va justement retourner les petits chiens de prairie. Alors lui il est tombé en dessous, hop, voilà. Tac, on va. Mais c'est pas possible. Je veux te mettre droit. Est-ce que je peux? Voilà. Alors je tiens à préciser que quand on n'est pas un bourrin, normalement ça se passe très très bien. Oui. On les remet tous droits et ensuite on va tirer une carte d'événement. Carte événement. Oh non! Là il y a une belette. Elle va sur le foin. Elle va sur le foin, exactement. Donc là on pourra pas faire le foin. Mais peut-être que si on fait ça, mais on peut pas. Mais si, avec la rivière. J'aime bien, il se passe tout le temps plein de trucs dans ce petit jeu. Et ensuite on avance le petit aiguillage. Ici la petite aiguille on l'avance de 1. Si jamais on est ici, c'est le dernier tour. Il faudra finir la partie. Il faudra au moins remplir le maximum de ressources pour gagner la partie. C'est assez facile en termes d'action. Il faut juste, un peu comme un jeu de placement d'ouvriers, tout se passe ici. Donc dès que vous avez acquis les actions qui sont là, ça va tout seul. Vous allez prendre des fois des risques, vous allez vous viander, c'est pas très grave parce qu'il y a toujours Hector qui va pouvoir vous aider. Comment l'appeler, Jason, Thibaut, non. Riton le hérisson, voyons. Bah oui, Riton le hérisson qui pourra vous aider à troquer des ressources qui vous servent pas. Bref, je trouve que en termes d'édition, c'est magnifique, c'est top, très propre. Et en termes de sensation de jeu, notamment sur le côté coopératif et le tempo, je trouve ça très malin, surtout à partir de 6 ans. Ça s'adresse un petit peu aux gamers quand même. Je pense que là c'est notre côté un peu gamer qui aime bien déclencher des combos, trouver le bon timing. Oui. Ça s'adresse a priori quand même plutôt aux familles qui ont déjà un petit peu de jeux de société à la maison. Si c'est votre premier jeu de société en famille, vous serez peut-être perdu au premier abord. Il y a pas mal d'infos pour un enfant de 6 ans. Mais voilà, comme c'est coopératif, de toute manière les parents vont accompagner. C'est ça. Si vous, baron, vous êtes un petit peu joueur à la maison, ça va se passer sans souci et je pense que tout le monde y trouvera son compte à ce moment-là. Exactement, et c'était du coup Fluffy Valley. Et on va faire un petit détour du côté du Ghana avant de repartir au Royaume Enfant avec Atiwa de Uwe Rosenberg, un jeu expert. On peut jouer jusqu'à 4, ça signifie donc qu'il y a un mode solo qui est plutôt costaud quand même, qui tient la route. Faut-il avoir la motivation de sortir la foisonnance de matériel? Parce que là il y en a des petits meeples, de personnages, des petites biquettes, des petits jetons d'arbres et des chauves-souris. Donc Atiwa, c'est une région du Ghana et en fait la thématique de ce jeu, ça va être un peu l'écosystème de cette région et la place de l'humain dans tout ça. Un petit peu, ouais. Là, Uwe Rosenberg a vraiment envie de nous raconter quelque chose. Vraiment, la thématique est absolument centrale. On vit la thématique à 100%. Je vais tourner la boîte pour essayer d'avoir un support un peu plus complet pour vous expliquer le jeu. Par contre, il faut pas que tu redresses, sinon j'ai des reflets. On va le laisser tel quel. C'est un jeu de pose de tuiles. On va avoir des petits bonhommes, des petits meeples. Vous allez en avoir un nombre fixe. Chacun notre tour, nous allons en poser sur le grand plateau, sur des petits emplacements réservés. C'est un jeu de pose d'ouvrier bloquant, donc quand je pose à un endroit et j'embête les autres joueurs parce qu'ils ne peuvent pas s'y mettre, ils vont devoir essayer de récupérer ces ressources et faire ces actions ailleurs, puisque oui, ces emplacements, ils vous permettent de faire des actions bien précises, de récupérer des ressources bien précises. À chaque fin de manche, on va décaler les petites tuiles
qui forment les différentes zones de pause, ce qui fait qu'en fait d'une manche sur l'autre, les lieux ne vont pas vous fournir exactement les mêmes choses, vraiment d'une partie sur l'autre, et c'est ça, c'est plutôt malin. Que fait-on en gros avec toutes ces actions? Bon, il y a des actions qui vont vous permettre d'aller acheter des tuiles comme ceci que vous allez mettre devant vous. Sur ces tuiles, vous allez pouvoir construire et faire pousser des choses, basiquement. Vous allez pouvoir aussi accueillir des animaux. Il y a deux types de tuiles. Il y a les tuiles plutôt champêtres qui vont faire plus facilement venir des animaux sauvages, notamment il y a les petits jetons comme ceci, les petits meeples d'animaux sauvages. On pourrait y faire pousser plus facilement des arbres fruitiers et donc avoir des fruits par conséquent. Et il va y avoir les zones un peu plus habitées. Et donc là, il va y avoir des habitations, des villages d'êtres humains qu'on va venir s'installer dans ces petites zones, mais également qu'on va devoir éduquer. Parce qu'au début, ils font un petit peu n'importe quoi. Ils polluent, ils virent les chauves-souris, terrible erreur. Alors que si on les éduque, si on leur apporte le savoir nécessaire, ils vont moins polluer, en fait pas polluer, et ils vont pouvoir accueillir des chauves-souris chez eux, ce qui est très malin, et ce qui va bénéficier à l'écosystème. Voilà, donc je paye, je vais pouvoir récupérer la tuile, la mettre devant moi, et je vais pouvoir faire plein de choses sur cette petite tuile. Les tuiles en elles-mêmes sont un moyen d'avoir des points de victoire. Autre chose que l'on peut faire, ça va être d'aller récupérer des éléments, gagner des ressources en gros. Et donc là on va aller gagner une espèce de panneau. Est-ce qu'on l'a en image? C'est bien dommage, on l'a pas parce que pour l'explication, ce serait vraiment parfait. C'est un petit plateau joueur de mémoire. C'est un petit plateau dans lequel il y a un petit peu votre écosystème. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a une action qui me dit que je peux accueillir des animaux sauvages, bon bah déjà je vais regarder si sur l'une de mes tuiles précédemment citées j'ai de la place pour mettre mes petits animaux sauvages. Si je peux, c'est ok, je les enlève de ce plateau là et je les mets sur mes plateaux, mes petits carrés comme ceci. Je les place là où il y a des emplacements animaux sauvages, hein. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et en fait, ça peut dévoiler sur le plateau duquel on les enlève des éléments de jeu. Notamment les animaux sauvages, ils vont faire caca, ça va faire de l'engrais. Et donc ça va pouvoir faire pousser plus facilement des arbres par exemple. Il y a une des actions, c'est de planter des arbres. Je vais enlever les arbres de ce plateau-là. Et bien ça peut, de temps en temps, quand on va faire progresser comme ceci sur cette ligne, faire tomber des fruits. C'est thématique. Et les fruits, pareil, quand on va les retirer de ce plateau, parce qu'on va mettre des fruits dans les arbres qu'on a posés sur nos différents petits lieux, bah ça va faire venir les chauves-souris, parce qu'elles adorent ça, les fruits. Et ainsi de suite. Les humains, en contrepartie, eux, quand on prend les petits villages et qu'on va les mettre sur les emplacements, ils vont dévoiler de la faim. Bah ouais, ils ont faim. Il va falloir les nourrir. Ce ne serait pas un Rosenberg si c'était pas un jeu de poste d'ouvrier avec des petites maisons, des petits meeples à nourrir. Ça, c'est absolument obligatoire. Et il va également y avoir les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ça c'est très malin, parce que eux, à chaque fois qu'on les dévoile, en fait, ce sont des biquettes. Eh bien, elles vont nous offrir de la nourriture. En fait, c'est qu'on va les traire, c'est-à-dire que à partir du moment où on a cet animal, il va pouvoir fournir de la nourriture à intervalles réguliers. Donc, je récapitule. Action qui permet de récupérer ces petites grilles comme ça de 3 sur 3. Action qui permet d'aller poser des éléments dessus si il y a bien les emplacements nécessaires pour poser ces éléments. Éléments qui viennent d'un plateau qui vont créer un espèce d'écosystème, parce que oui, en fait, j'ai posé des fruits, mais j'ai posé aussi des arbres. En fait, ces arbres feront des fruits. Parce qu'à chaque fin de manche, on va faire un peu un décompte, on va faire le point de ce qui se passe dans nos différents plateaux. Bon, mais déjà dans un premier temps, les humains ils vont avoir besoin de manger. Donc là, si on n'a pas du lait, si on n'a pas les petites biquettes qui fournissent du lait à chaque tour, on va manger ce qu'on a sous la main. Et donc on peut manger des petits fruits. Et c'est dommage parce que les petits fruits, si vous les cumulez avec les chauves-souris sur votre plateau, ça fait venir encore plus de chauves-souris. Vous allez pouvoir manger éventuellement les chauves-souris. Alors ça c'est pas bon. Parce que les chauves-souris, c'est un des trucs qui vous fait marquer les points en fin de partie. Donc on va éviter de manger les chauves-souris. Vous pouvez manger les biquettes. Mais là c'est dommage parce que les biquettes, elles vous fournissent de la nourriture à chaque tour. Mais si vous la mangez en un coup, elle vous fournit encore plus de nourriture. Donc vous avez des petits dilemmes comme ça. Dilemmes qui ne se posent pas si vous avez bien géré votre petit écosystème, etc. Et donc une fois qu'on a vérifié si on avait pu nourrir tous les êtres humains, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les animaux vont faire de l'engrais qui va faire pousser les arbres. Les arbres vont faire pousser des fruits supplémentaires. Ces fruits supplémentaires vont attirer des chauves-souris supplémentaires, etc. Et vous avez votre petit écosystème qui vit comme ça. Il y a une dernière étape à chaque fin de tour. Alors j'ai débroussaillé, hein, parce qu'en vrai, à chaque fin de tour, il y a, je crois, quelque chose comme 7 ou 8 étapes à vérifier, mais ça va vite. Les humains vont travailler dans les mine, je ne sais pas d'où vient l'or au Ghana, je ne suis pas assez savant pour ça, mais demandez à Uwe Rosenberg. Ils font de l'or. Si ce sont des êtres humains éduqués, ben on va tirer des petits jetons d'un sachet. Ça fait de l'or, ça fait pas de l'or, par contre ça fait de la pollution. S'ils sont éduqués,
bah ça fait de l'or à chaque tour. Ça c'est des points, hein, tout ça. Basiquement c'est plutôt pratique. Mais en plus de ça, dans leur petite hutte, on va retourner le jeton de la hutte. Désormais il y a un emplacement pour une chauve-souris. Et plus vous allez stocker des chauves-souris, et plus ça va bénéficier à votre écosystème, et plus ça pourra potentiellement attirer encore plus de chauves-souris d'ailleurs, et plus ça fera de points de partie, de points de victoire pardon, en fin de partie. C'est pas facile à expliquer. Non. Si on avait un joli visuel du plateau complet au dos, ça aurait été plus facile. Oui. Dites-vous que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas 10 000 approches stratégiques. On n'est pas sur un Terraforming Mars, loin de là. Il y a vraiment un écosystème à faire vivre d'une manière bien précise. Il va falloir arriver à optimiser cette manière-là de jouer. C'est un petit bijou, hein, franchement. On y avait joué à Cannes avec Jeff également, toi, moi-même et Jeff. Jeff qui l'a mis en coup de cœur. Je vais être très honnête avec vous, on s'est dit waouh, combien on fait de boîtes de ça. C'est vrai, c'est une thématique bien spécifique, c'est du jeu expert. Et du coup, on y allait un petit peu à tâtons. Ouais. Faites-moi mentir. Faites-moi mentir. Prouvez-moi qu'en fait je me trompe et qu'il faut que j'en recommande parce que j'ai juste envie que ce jeu-là vive et trouve son public. Oui. Parce que je trouve que la thématique est géniale. Je trouve que Uwe Rosenberg nous raconte vraiment quelque chose vis-à-vis de cette mécanique qui aurait pu être assez froide mais qui finalement ne peut pas exister sans sa thématique. Et du coup, on retourne au côté rayon enfant avec Skyjo Junior, la version plus petit pour les enfants du jeu qu'on vend le plus à la boutique. Ouais. N'est-ce pas, Alex? Il fait la tête. Quand je dis ça, il fait la tête. C'est trop facile. Skyjo, basiquement, vous vous dites oui, mais moi, mon enfant, il peut y jouer, c'est hyper facile à prendre en main. Je crois sur la boîte, je sais plus quel âge il. Le Skyjo 8 ans. Recommande 7 ans, 8 ans. Bon, 8 en vrai, ans, on peut y jouer plus tôt, même quand c'est votre premier jeu de société de toute votre vie, à la limite, ça peut passer. Celui-ci, du coup, il est vraiment pour les tout petits. On va y faire basiquement la même chose que dans Skyjo, c'est-à-dire qu'à mon tour, je vais pouvoir récupérer soit une carte au hasard de la pioche et la remplacer avec une carte de mon plateau, soit récupérer une carte qui a été jetée par quelqu'un et à nouveau faire un remplacement. Au début, les cartes seront face cachée. Petit à petit, les cartes vont être face visible lorsqu'une personne aura toutes ses cartes face visible. Ça va être la fin de la partie. On retourne tout, on dévoile tout et on compte les points. C'est juste la manière de compter les points qui est différente. En fait, désormais, on va essayer de faire des colonnes. Si j'arrive à faire une colonne de bananes, est-ce qu'on l'a par exemple? Oui, c'est bien ça, une petite colonne. La banane, elle vaut 3. En fait, cette colonne, elle me fait gagner 3 points. Parce qu'il y a marqué 3 dessus. C'est aussi simple que ça. En fait, le calcul est beaucoup plus simple et c'est plus facile pour les tout petits de comprendre qu'il faut faire un vrai score. Parce que on te dit, tu n'as pas beaucoup de points à gagner. C'est vrai que quand on est tout petit, c'est pas forcément évident à comprendre. Il y a moins de choses, il y a moins de cartes, et donc du coup les parties vont plus vite. Ça va durer un quart d'heure à tout casser. Pour l'attention des tout petits, c'est parfait. Il le donne pour 4 ans. Oui, je pense que même si votre enfant est habitué à faire du jeu de société à la maison à partir de 3 ans et demi minimum, on va dire, c'est carrément envisageable. Je suis curieux de voir si Skyjo Junior va rencontrer son public. Autant que le grand, ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas, en tout cas la proposition est intéressante. Hop, j'ai la voix qui commence à flancher après une journée de présentation de jeu. Tu veux qu'on échange? Une présentation, non, on est à la fin, Hop, j'attrape en vrac comme ceci et je vous présente tout ceci. Tu me confirmes, Alex, que j'oublie rien? Normalement, tout est là. Normalement, tu n'oublies rien. Voilà. Si, il y a un petit truc, mais je pense que j'irai te le chercher en live, c'est pas grave. Ça marche. Donc, on a reçu la nouvelle boîte Yu-Gi-Oh! Pour les 25 ans. Carte de N'essaye pas. Non mais là c'est carte de siècle, je veux dire c'est pas compliqué, il n'y a pas de piège comme d'habitude sur les boîtes de Yu-Gi-Oh! On ne comprend pas de quoi ça parle. Ceci dit, je ne saurais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous l'aurez remarqué à la boutique, on n'est pas du tout des connaisseurs de Yu-Gi-Oh! Nous vous en proposons parce que nous savons qu'il y a un public, mais on est un petit peu à la ramasse là-dessus. Ça, je maîtrise un petit peu mieux. Je sais pas si tu connais. C'est un jeu de Richard Garfield. Ça me dit rien du tout. Ouais, c'est pas mal. Je connais pas. Et donc, c'est la nouvelle boîte d'initiation pour Magic Gathering, Magic l'Assemblée. Donc, 2 decks prêts à jouer pour apprendre à jouer. Ça, c'est vraiment très cool. Si ce n'est que, ici, il y a du blanc-vert et là, il y a du bleu-rouge. Où est le noir? Bah, il n'y a pas de noir. C'est un scandale. C'est un scandale. Bon, il y a du bleu, c'est pas mal. On accepte. Hop. J'accepte. On a reçu tout plein de Trône de Fer, le jeu de figurines avec les héros Bolton, avec des archers de Fort Terreur. Exactement. Bon, c'est du Bolton, hein, c'est du Bolton. Eux, c'est les piquiers. Je suis surpris qu'ils aient mis des héros Bolton. Héros Bolton, c'est vrai que, alors moi-même, je suis pas trop dans la mythologie Trône de Fer, je suis pas trop suivi, mais je dois avouer que leur réputation les précède, et c'est pas plus des héros que ça, a priori. Les lanciers martels, et de ce côté-là, les héros martels 2. Les martels, déjà,
me parlent un peu plus. Ils m'ont l'air un petit peu plus loyaux. Ils sont dans le désert, ils ont des petites attaques empoisonnées. Vicieux, ouais, c'est un peu vicieux. Hop. Mais qui n'est pas vicieux dans cet univers? C'est vrai, ça. Il y a que les Stark qui sont honnêtes et du coup qu'est-ce qui se passe? Ils se font massacrer. Voilà, belle leçon. Ok, hop là, tu avais dit que j'avais oublié quelque chose? Oui, je vais aller le chercher immédiatement. Je te suis page. C'est ceci, hop, je vais le récupérer, tac. Tu veux que je te la donne? Ah bah allons-y. Alors honnêtement, je la file à Antoine, mais t'en as pas plus à dire. Je crois parce que là je suis pris de court parce que en fait je l'avais complètement oublié tout simplement. Voilà, j'ai vu cette extension, bah c'est cool. J'ai dit ok, je la commande. Je cherche des infos, je n'ai trouvé rien à part des unboxings. Les gens ils l'ouvrent, il y a une musique en fond, ils sont là, ouais cool, d'accord, mais c'est quoi le concept? Et je n'en ai aucune idée. Même le dos de boîte, il est flou. J'ai regardé partout, j'ai cherché des infos partout. Le vol est bon rapide. Écoutez, il y a un train. Voilà, c'est ça. C'est l'extension The Great Train Robbery. Donc normalement, si on n'est pas trop nul en anglais, bah en fait, il y a un grand train et on va le voler. Parfait. On va essayer de rattraper un petit peu le niveau de cette fin de vidéo avec un focus sur Secret Santa. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Secret Santa, un jeu édité chez Matago. C'est un jeu de Cédric Chaboussi, je crois qu'il est tout seul dessus. Oui, et c'est illustré par contre par Anthony Kestel. C'est important. Mais qu'est-ce que Secret Santa? C'est un tout petit jeu de cartes, hyper malin déjà dans le format de la boîte. Alors je précise immédiatement que cette boîte là c'est un peu une boîte collector. Ouais, c'est ça. Sur les premiers tirages que va sortir Matago, donc si je dis pas de bêtises ça sort en octobre, ouais c'est ça. Les premiers tirages sont dans ce format là que vous avez déjà vu dans la gamme de One Card Dungeon et je crois que c'est tout pour l'instant. Il me semble qu'il y avait une autre gamme mais pour l'instant c'est le même format. Fait à peu près le même format. C'est ça, ouais c'est ça. Et donc après il sera édité en format microgame. Voilà, donc vous n'aurez plus cette espèce de petit format paquet cadeau. Collector. Voilà, côté un peu collector. Secret Santa, c'est un petit jeu de cartes. Je trouve qu'il y a des petites vibes, si ça vous parle un peu, de trio, un peu, parce qu'en fait, on va aller un petit peu chercher des cartes chez les joueurs, non pas pour faire vraiment des collections de trio, mais pour effectivement marquer le plus de points. Et en fait, on va essayer d'aller récupérer des cadeaux pour marquer des points. Ces cadeaux, ça va être entre autres des tasses de thé, des petits sachets de thé aussi, des petites cartes spéciales, genre le matamug, la théière, etc. Et après, il y a les cadeaux. Voilà, un peu tout venant, les babioles. Les petites babioles qu'on va avoir, qui sont toujours très sympas, un petit Rubik's Cube, pourquoi pas, why not. Et chaque type de carte va marquer des points différemment. Et on vous explique ça un peu plus en détail. Donc comment fonctionne déjà la mise en place? C'est très simple, on va distribuer, là on a fait une mise en place à 3. Exactement. On a chacun 6 cartes en main. Donc là il y a un troisième joueur fictif. À 3, on a tous 6 cartes en main. Et il vous restera du coup des cartes. Et en fait vous allez les placer. Vous en aurez du coup 6 au centre de la table. Il y en a 3 qui sont face visible, je sais pas si on les voit bien d'ailleurs. Voilà. On les verra un petit peu. Il y en a 3 qui sont face cachée, 3 qui sont face visible. C'est important parce que les cartes face visible ici, on ne pourra absolument pas les récupérer. C'est intouchable. Ce sont des informations. Exactement. Et ça c'est important parce que du coup en ayant cette information là, j'en ai un petit peu avec, en plus de celle de ma main, j'en ai aussi dans la main des adversaires. À mon tour de jeu, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est une action en gros parmi deux. C'est soit je vais récupérer une carte chez un joueur, je vais lui demander de me donner une carte. Soit du coup je peux récupérer une carte face cachée au centre de la table en échange d'une des miennes que je mettrai face visible. Donc au maximum on ne pourra récupérer que 3 cartes au centre de la table. C'est ça. En admettant que je fasse, on va dire, la deuxième action, donc récupérer une carte au centre de la table, je décide de récupérer cette carte aussi. Donc là tu sais ce que tu prends. Je récupère cette carte aussi. J'ai pas pris. Je ne sais pas ce que je prends pour l'instant. Mais tu mets une carte face visible. Et une fois que je la récupère, je la mets devant moi face cachée. Je sais ce que c'est évidemment maintenant parce que je l'ai prise. Je prends cette carte-là et je vais la remplacer par une autre carte. Mettons celle-ci. Voilà, je remplace par ce petit lutin moche que je ne veux pas. Ils ont tous des illustrations très cool et des petits noms rigolos aussi. Oui. Et donc du coup, je le pose ici face visible. Donc j'ai fait mon troc et elle est face visible. L'autre action que j'aurais pu faire, c'est notamment de demander à Antoine ou à un autre joueur de me donner une carte, et je ne connais pour information que le dos des cartes d'Antoine. Par déduction, comme je vois qu'il y a une carte jaune, il existe pour chaque carte en fait toujours 3 cartes dans une même couleur. Donc comme il y a déjà 2 cartes jaunes face visible au centre de la table, je sais du coup ce qu'a en main du coup Antoine. Donc si je veux absolument la carte jaune, je lui dis donne-moi ta carte jaune, Antoine, je sais que c'est le Matamug, puisque et ça part par déduction, forcément, je sais que c'est le Matamug, et lui, il sait que j'ai le Matamug.
J'aurais pu demander une toute autre carte, mais c'est plus risqué parce que par exemple là je vois 2 cadeaux de couleur un peu marron, il y en a une aussi chez moi. Donc comme je sais ce que j'ai moi, je sais que lui il n'a pas ce que j'ai. Donc par déduction, une chance sur 2 finalement. Voilà, une chance sur 2 d'avoir la carte. Des fois cette petite chance sur 2, vous y croyez, elle va vous ruiner la partie. Il y a un côté prise de risque un petit peu aussi parce que des fois vous réfléchissez trop, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend la carte et vous dit j'aurais dû la prendre. Et en fait au fur et à mesure d'éplucher comme ça les jeux, on en arrive à savoir ce qu'ont les autres joueurs et du coup on peut tout de suite aller chercher d'autres cartes et ça devient un jeu vraiment stratégique. Au début ça devient, sur les 2-3 premiers tours c'est un peu aléatoire et encore franchement il y a moyen au début suivant les informations, ça dépend, déduire, hein, ça dépend du tirage. Vraiment. Mais on peut vraiment comme ça établir une stratégie. Ce qui est très malin notamment dans le scoring, donc comme on disait il y a un peu 3 types de cartes, donc il y a les sachets de thé qui eux font 1 point, voilà tout simplement, mais ils peuvent être bonifiés par exemple par la théière. Hop là, tu l'as en main. Petit sachet de thé. Ça fait un sachet de thé, c'est 1 point. Donc en avoir plein, c'est bien. La théière, hop là. La théière, déjà, elle fait 1 point de mémoire. Exact. Et elle fait doubler tous les sachets de thé font 2 points. Donc ça, c'est bien quand vous avez des sachets de thé. Vous avez des babioles classiques, comme j'ai montré, voilà, ça. Bon, ça vaut 2 points. C'est des petits cadeaux sympas, mais ça fait 2 points, c'est quand même cool. Ceux qui sont très intéressants, mais faut en avoir quand même beaucoup, ce sont les mugs, en fait. Les mugs, ils vous font des points de manière exponentielle. Quand vous en avez qu'un, vous avez moins 2 points, ce qui est pas ouf. Quand vous en avez 2, ça vous fait 1 point, mais quand vous en avez par exemple 5, ça vous fait 10 points. Donc ça vraiment... 10 points c'est beaucoup. Ouais. Puisqu'à chaque fin de manche, quand on a brassé toutes les cartes, on a plus de cartes en main, c'est la fin de la manche, on compte les points, et on va enchaîner les manches jusqu'à quelqu'un fasse 25. Donc imaginez 10 sur 25, c'est colossal. C'est assez fort. Chose que tu dis, effectivement, la partie prend fin quand plus personne n'a de carte en main, et dans ce cas-là, après on compte les points. Mais il y a une subtilité aussi, c'est un cas particulier, mais ça peut arriver, quand... on va dire la majorité des joueurs, quand il n'y a plus qu'un seul joueur en fait qui a des cartes en main, toutes les cartes qu'il a en main, en fait, il les score immédiatement dans sa zone de jeu. Et donc ça, c'est à la fois à double tranchant, parce que si les cartes que j'ai en main, je veux les collecter, il faut que j'épuise le jeu des autres joueurs pour collecter ce que j'ai en main. Mais à l'inverse, si je veux pas, il faut que je force les joueurs à leur faire croire que ce que j'ai, ils en ont besoin. C'est ça, c'est vraiment ce jeu, vous pouvez le jouer très calculatoire, en mode il y a ça ici, il y a ça, donc il y a tant de chances qu'il y ait ça ici. Il faut le jouer comme ça, mais il y a aussi tout un aspect social. Exactement. Où on va essayer un petit peu d'enfumer l'esprit des autres joueurs. C'est un peu comme moi, je pense que la carte orange que j'ai en main, elle t'intéresse. Mais si tu la prends, moi je peux te débarrasser de ça, ou alors je vais aller plutôt piocher là-bas. Et voilà, vous allez essayer un petit peu de bouger en fait, tout simplement. Et surtout, ce que je trouve très appréciable, c'est que pour un jeu de déduction, parce que c'est avant tout un jeu de déduction, même s'il y a un petit côté chance, évidemment, et comme je l'ai dit, un petit côté un peu social, il y a peu de matériel. Trouvez-moi un jeu de déduction où il y a peu de matériel et qui se renouvelle vraiment bien. Moi, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Il coche vraiment ces cases-là. Alors, je précise quand même sur la carte spéciale donc de la théière, c'est doubler les sachets de thé. Oui. Il y a une autre carte spéciale que j'ai ici qui est le Matamug. Le Matamug, en fait, il vaut 2 points. Et par contre, il supprime tous les gains, ou les pertes, évidemment. En fait, il supprime tous les points que vous faites avec les mugs. Donc ça tombe bien parce que parfois vous avez que un mug qui vous fait moins 2, mais si vous avez le Matamug, du coup vous avez plus moins 2, donc vous avez 0 points et donc du coup ça vous fait des points bonus. Le Matamug il est aussi valorisé si vous avez le Shokawa. Alors c'est cacao et café, c'est choc et kawa. Choc et kawa, voilà. Autant pour moi. Le choc et kawa en fait il bonifie aussi il est bonifié avec le Matamug. Donc quand vous avez les deux, c'est un très bon duo parce que ça vous fait 2 points plus 3 donc 5 points. Ce qui n'est pas négligeable. Basiquement, vous avez plusieurs collections de cartes qui sont réparties. Vous avez plusieurs 3 cartes de chaque couleur, mais vous avez 3 cartes spéciales. C'est ça. Qui, suivant si elles sont bien agencées ou pas, peuvent vraiment bonifier ou vraiment ruiner le reste de votre arrangement. Et ça, c'est vraiment malin du coup, parce qu'on va essayer de vite les récupérer pour derrière construire son jeu. Ou une fois qu'on a construit son jeu, essayez de pas les récupérer parce qu'elles vont vous ruiner. C'est très malin comme petit jeu de cartes. Parce que comme tu disais, ça peut être un jeu où vous jouez vraiment entre joueurs très brainy avec ce côté social. Et on peut le jouer, mais totalement en famille. Dans le silence aussi. On joue, on dit vas-y, donne-moi ça. En discutant d'autres choses, à la limite. Voilà. On notera notamment, je finis sur ce gros point positif, la DA, donc la direction artistique, est vraiment top. Moi, j'adore. C'est un véritable plus. Ce petit côté qu'on disait Cuphead, pour ceux qui connaissent. Oui, le jeu vidéo Cuphead, tout à fait. C'est vraiment ça. On est là-dedans. Et c'est hyper plaisant. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup l'aspect esthétique des cartes. Je trouve que ça donne une plus-value parce que même quand on attend, et c'est rare qu'on attend son tour quand même, parce que ça va très vite. Ouais, c'est dynamique. Mais c'est plaisant, on regarde nos cartes, on dit il y a rigolo, et puis on lit surtout les noms. Il y a vraiment des noms, mais je te jure. Il y a un Pulp Fiction ici, mais ça c'est le Pulp Fiction pour le. Voilà.
Ça, c'est un Buchenstein. Il a vraiment une tronche de Frankenstein, mais c'est un livre. Donc c'est Ça fera un plaisir de les découvrir. C'est vrai que sur les premières parties, et ça aide à les mémoriser un petit peu, à savoir qui il y a dans quelle équipe, dans quelle collection, sachant qu'il y a le petit livret où tout est récapitulé. Donc une fois que vous avez saisi la logique, ce qui peut prendre une ou deux manches quand même, c'est bon. Après, ça roule tout seul, ça brille vraiment par sa simplicité. Et pourtant, il y a plein de petites choses à faire. Hop. Voilà, c'était un focus sur Secret Santa. Et nous on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.